Alors que le tome 2 de la saga Tom Castle, Il faut sauver Donna Parker, s'apprête à sortir en librairie, Nicolas Bertani nous invite à replonger dans l'univers intense de son héros. Après une première aventure où l'intelligence artificielle et le pouvoir s'entrechoquent, ce nouvel opus promet d'explorer des enjeux encore plus personnels et périlleux. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'interroger l'auteur sur les choix audacieux et les dilemmes humains qui façonnent ces personnages et qui continuent de captiver des lecteurs en quête d'aventure, autant que de vérité profonde. Restez avec nous. Nous sommes heureux donc de retrouver Nicolas Bertani à l'occasion de ces causeries de la culture consacrées aux humanités numériques, à l'intelligence artificielle, à la littérature et à la technologie à l'occasion de la sortie du second roman de la saga Tom Castle. Bonjour Nicolas Bertani. Bonjour Christophe, merci de ton accueil. Alors nous sommes heureux de vous retrouver pour cette sortie tant attendue. Ce tome 2, le tome 1 a très bien marché et le tome 2, là, c'est une saga, une véritable saga, Tom Castle. Alors en tant qu'auteur, est-ce que vous pourriez vous présenter, parce que vous ne faites pas que ça dans la vie. Donc c'est intéressant peut-être de retrouver un peu votre parcours et de comprendre ce qui vous a amené à vous lancer dans l'écriture de romans, de thrillers, de science-fiction. Oui, avec plaisir. C'était un peu accidentel finalement, parce que j'ai été passionné de lecture depuis l'enfance. Donc j'ai énormément lu de tout registre, de la philosophie au roman, à la fiction, beaucoup de polar. Mais j'ai jamais envisagé de me mettre à écrire. À la base, je suis consul d'Italie depuis 2016 ici à La Réunion, mais c'est une charge honoraire. Et je travaille dans la banque et la finance depuis 15 ans. Avant, j'étais chef d'entreprise, j'étais consultant. Et donc, j'ai un parcours, je dirais, de travail assez classique, d'expertise, on va dire. Je travaille avec des chefs d'entreprise. Et un jour, j'étais en vacances il y a 2 ans à Maurice. J'accompagnais ma fille qui travaillait pour être bilingue en anglais. Et je suis tombé à une période où il pleuvait, où je ne pouvais pas sortir et le Wi-Fi était en panne dans l'appartement. Enfin bref, donc toutes les conditions étaient réunies et je me suis mis à écrire. Voilà, j'avais les journées, les nuits pour écrire. Et au bout de 15 jours de vacances, j'avais 300 pages, à peu de choses près, le tome 1, qu'après j'ai retravaillé, j'ai peaufiné avant de l'envoyer à des éditeurs en me disant « ça a l'air sympa, ça tient la route, l'intrigue, les personnages sont crédibles, pourquoi pas tenter ?» Et j'ai envoyé comme ça une 35 maisons d'édition et j'ai eu 2-3 retours positifs dont une maison parisienne qui m'a accompagné. Donc c'est vrai que c'est une belle aventure et du coup j'ai continué à écrire. Voilà. Est-ce que ce projet, est-ce que c'est quelque chose qui est au fond de vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentiez au fond de vous, ce désir à un moment d'exprimer? Parce que vous avez une imagination, d'une créativité incroyable. J'ai toujours eu, en regardant les gens, en écoutant les gens, en écoutant mes clients, j'ai toujours eu cette fascination de me dire leur vie est passionnante et si on pouvait la romancer, rajouter des étapes. Voilà, j'aime bien lire les scénarios, essayer de comprendre comment on peut raconter une histoire. Je trouve ça passionnant. Et je me suis dit, un jour, je le ferai. Mais comme l'investissement temps me paraissait tellement énorme, c'était plutôt un projet de retraite. Et un jour, quand j'aurai le temps et je serai libéré de certaines activités, je pourrai le faire. Et en fait, je me suis aperçu que c'est sorti naturellement et je fais ça sur mes week-ends, mes vacances. Et finalement, ça sort assez bien et je suis content du texte. Voilà, donc c'est devenu une activité passion qui alimente mes projets et c'est devenu une saga parce qu'en fait je me suis jamais arrêté depuis 2022 et donc je suis en train d'écrire le 5e. Donc, alors vous êtes effectivement un auteur prolifique, on aura l'occasion de revenir un peu sur cette saga puisque là, comme je le disais, vous êtes là à l'aube de la sortie du second roman. Oui, c'est ce soir. Alors, le second roman, d'ailleurs, vous nous l'avez apporté. Ouais. Donc, on le voit, c'est Tom Castle, Il faut sauver Donna Parker. Donc, c'est le deuxième. Donc, vous aviez le premier roman qui, donc, était le tome 1, donc le titre Space One, course à l'IA, l'intelligence artificielle. Donc c'est absolument passionnant parce que la technologie se mêle à des intrigues policières, d'espionnage, on voyage tout autour du monde. Et puis la deuxième version, de la même façon, une intrigue qui continue la narration du premier roman, extrêmement intéressante, mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Alors, Nicolas Bertani, donc vous avez d'abord, pourquoi l'IA? Pourquoi est-ce que vous êtes... À un moment donné, on se projette finalement dans un univers qui est un univers futuriste, mais pas si lointain que cela. Oui, c'est notre société. Et vous avez souhaité, dans le tome 1 et notre société, intégrer un nouveau personnage, des nouveaux personnages qui sont des personnages non humains, en fait. Oui.
finalement, je me suis dit qu'on vit une époque de rupture. On a cette chance-là, ce qui peut être une chance ou qui peut être un drame selon comment l'histoire va tourner. Mais on est à une période de rupture où là, on a vécu, moi j'ai 52 ans, on a vécu le changement technologique qui ont envahi notre vie personnelle et professionnelle. On a des smartphones, on a des ordinateurs qui ont une puissance égale à ceux d'une chambre entière de serveurs des années 60. Et donc on a cette accélération technologique qui percute notre côté humain. Tout ce qui est de notre ressort, la philosophie, notre foi, notre spiritualité, l'artistique, tout ce qui est le jardin privilégié de l'humain, la technologie s'en approche de plus en plus et avec l'IA, tente même de s'en emparer. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas, au lieu de faire toujours des romans sur des thèmes récurrents qu'on a, que ce soit la guerre froide, des terroristes, enfin on a des leviers qu'on a traversés depuis 100, 200 ans. On a eu ces dynamiques toujours de pouvoir, de contre-pouvoir, de côté sombre du gouvernement. On a lu plein de choses là-dessus, que ce soit des romans occidentaux ou pas occidentaux, d'ailleurs ça se réplique dans toutes les cultures. Je me suis dit, pourquoi pas utiliser le cadre de l'IA qui est en train de faire la différence dans nos vies pour camper une intrigue qui reste une saga humaine. Ça reste une saga humaine, mais donc effectivement très très intéressant à découvrir dès le tome 1 donc de cette saga. Alors donc l'IA, vous ne l'utilisez pas pour écrire par contre? Alors pas du tout. Pour moi l'IA c'est vraiment quelque chose que je réserve au côté graphique. Ce que je trouve intéressant, l'IA, les grands modèles de langage nous permettent de discuter avec et on a des réponses textuelles ou de son qui sont impressionnantes, mais qui ne font que faire des statistiques moyennes, elles moyennisent tout. C'est-à-dire que les réponses sont celles attendues. Donc ça va bien pour un CV professionnel, ça va bien pour synthétiser un email professionnel. Voilà, pour avoir un avis moyenné sur un sujet, c'est très bien. Mais quand on doit écrire quelque chose qui, pour moi, dans un roman, on met des sentiments, on met une émotion, on met une expérience de vie, qu'on a traversé des souffrances, des bonheurs, des inquiétudes, des angoisses. Quand un humain retranscrira en tant qu'auteur, le lecteur le perçoit. Il sait parce qu'il est passé lui aussi par ce chemin-là. Donc les héros ont la même étoffe que nous. Ils ont les mêmes faiblesses, les mêmes forces, sauf que, comme disait Camus, ils courent jusqu'au bout de leur destin. Donc ils sont peut-être un peu plus courageux que nous dans le roman, puisque forcément il est écrit, on leur laisse une linéarité à la fin de leur parcours qu'on peut regarder. Nous, dans nos vies, on a des hauts et des bas, et c'est ce qui est intéressant, c'est que ça nous rapproche de notre expérience. Voilà, donc la technologie, l'IA est seulement pour moi utile pour ce côté graphique, parce que ça nous donne des possibilités d'afficher des images ou des vidéos pour lesquelles il aurait fallu un travail, toute une équipe, un staff et des moyens il y a seulement 20 ans en arrière. Aujourd'hui, on le fait avec un téléphone ou un ordinateur portable. Voilà. Donc vous avez créé, c'est-à-dire que vous avez créé l'univers visuel associé à vos romans, qui sont d'ailleurs accessibles en ligne. Vous présenterez l'adresse tout à l'heure sur le site Tom Castle. Si on affiche la diapo où on voit justement à quoi sert l'IA, on voit l'équivalent de Tom Castle représenté par l'IA quand il a un peu plus de 35 ans, il est en train d'enseigner et il enseigne dans un amphi avec des moyens que j'ai suggéré à l'IA. Elle m'a sorti ce tableau holographique en 3 dimensions, où on imagine qu'on pourrait avoir dans nos amphis dans 5 ou 10 ans maximum, peut-être même dans 3-4 ans, et qui ne serait plus un écran plat en 2D comme on est habitué à le voir. Donc ça, c'est vrai que quand on doit décrire quelque chose un peu d'anticipation, d'un peu futuriste mais ancré dans notre société, pouvoir recréer l'image et la mettre à disposition sur un site pour ceux qui sont curieux de voir quelle était l'imagination de l'auteur, au-delà des mots qui sont dans le roman où on se fait son propre film, c'est ce que j'ai trouvé l'IA très, très pertinente. D'ailleurs, elle peut même enrichir le roman, l'écrit, parce que finalement, elle peut nous représenter des détails auxquels on n'avait pas pensé. C'est ça, c'est-à-dire que c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que justement l'utilisation de l'IA pour vous aider, en gros vous avez un staff à votre disposition sur la base d'outils d'intelligence artificielle qui vous permettent de générer à la fois l'univers graphique, de faire, vous le précisez, des recherches documentaires, des calculs. Donc c'est vraiment, en gros, vous avez une équipe avec vous qui est une équipe virtuelle. Et je pense que l'IA spécialisée telle qu'on la vit actuellement ne sera pas dangereuse utilisée comme ça. C'est-à-dire qu'en effet, il y a 20 ans, il aurait fallu que j'appelle un copain pour dire, écoute, je fais sauter mon héros d'un avion à 16 km d'altitude, en wingsuit, donc cette membrane qui ressemble à une chauve-souris. À ton avis, toi qui en fais depuis 10 ans, combien de temps il peut rejoindre à telle distance un château qui a telle altitude ?
Et lui, il m'aurait dit par expérience, il m'aurait donné un ordre d'idée où il aurait fait quelques calculs. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vais poser cette question-là à ChatGPT-4. Et ça va plus vite. Et j'ai la preuve des calculs et je sais que c'est bon. Voilà, donc ça c'est effectivement... alors là c'est l'IA en tant qu'outil assistant, outil équipe virtuelle si on peut dire, enfin bref, qui assiste l'auteur, qui l'inspire aussi, puisque finalement il y a des allers-retours. C'est ça. Parce qu'il y a de la créativité aussi, de la créativité qui est créativité autour par des images générées, c'est ce que vous expliquiez. C'est amusant ça, parce que l'image nous interpelle, c'est ce que j'ai en tête, et c'est l'IA rajoute quelques détails, je me dis, ah tiens, pourquoi pas. Voilà, donc ça peut, sous forme de discussion. Je pense que si on la prend du bon côté, l'IA, c'est un partenaire avec lequel on peut discuter. Il faut en connaître les limites et il faut se garder nos prérogatives. Et là, ça marche. Alors, vous avez donc engagé cette série. C'est une fiction, évidemment. C'est romancé, c'est palpitant, d'ailleurs. Hein, lorsqu'on lit, on a du mal à décrocher. On a l'impression d'être dans un film. C'est une nouvelle façon d'écrire. Enfin, c'est une façon d'écrire que je n'avais pas encore vue, je dirais. Parce qu'on est transporté un petit peu. C'est un univers visuel qui est généré par l'écriture. C'est comme ça que j'écris. Pour faire simple, avant chaque chapitre, je médite, je réfléchis à comment pourrait être le chapitre. J'ai une idée de l'enchaînement des chapitres derrière que j'ai fait auparavant. Et tant que je ne visualise pas les personnages dans leur décor, que je n'entends pas leur dialogue, et donc la pertinence, que ce soit de l'humour, que ce soit de la tension, et tant que je n'entends pas ça, je n'écris pas. Et une fois que je l'ai visualisé, je l'écris. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça que l'écrit renvoie au visuel, parce qu'il a été généré au départ par quelque chose de... C'est ça, donc vous avez quand même immersif. Là, est-ce que c'est des choses que vous avez observées chez d'autres auteurs? Je ne sais pas, est-ce que vous avez un peu documenté lorsque vous êtes lancé dans cette aventure de l'écriture, et comment fonctionnaient en général les auteurs? Alors j'ai vu que c'était très très variable. Par exemple... je sais qu'on a une de nos plus grandes autrices françaises de thriller avait fait une interview, elle disait qu'elle ne dormait pas pendant 3 nuits. Et il lui fallait au moins 2 jours et 3 nuits pour se sortir de la tête et me coucher sur du papier tout son scénario et les grandes lignes de son livre. Et elle n'arrivait pas à dormir, c'est comme si c'était envahissant, obsessionnel, et ça l'empêchait de dormir. Donc, à l'inverse, vous avez Tom Clancy, qui est décédé en 2015, qui était un auteur vraiment de thrillers d'espionnage que j'ai beaucoup lu en étant plus jeune. Et lui, il passait son temps à table avec des anciens espions, directeurs de la CIA et des agences de renseignement américains à la retraite, pour se faire raconter des dossiers semi-secrets ou en tout cas qui n'avaient plus lieu d'être. Et puis il anonymisait les aventures et il les retranscrivait sous forme de romans. Donc c'est quelqu'un qui passait son temps à se documenter. Moi je fais la croisée des deux, c'est-à-dire que je me documente avant et après une fois que j'ai visualisé la scène et que ça tient la route et que ça me semble crédible et que ça donne de l'enchaînement, à ce moment-là je l'écris. Alors, effectivement, toute évidence, écoutez, ça fonctionne bien. On est pris de façon continue et amené dans l'intrigue, donc c'est palpitant. Alors, vous avez quand même, le fond est quand même très très fort. Hein, vous avez quand même des dimensions diverses et variées qui sont des grands thèmes littéraires qui sont abordés. Comment avez-vous choisi ces thèmes littéraires? Comment est-ce que c'est venu? D'abord, quel thème littéraire, évidemment, et puis comment... Si on les affiche, finalement, je m'aperçois que ça vient de mes lectures. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit des grands auteurs ou des auteurs plus populaires, à chaque fois, je pense qu'on ne peut pas faire une bonne histoire s'il n'y a pas ces thèmes-là, ce qu'on voit là. La mort, la vie, la fragilité humaine, le sacrifice de soi, la violence, la vengeance, l'humour pour surmonter ce qui a été violent, ce qu'on a vécu juste avant. Et on retrouve ces leviers-là partout. Et même si justement le cadre est en 2033, qu'il y a un peu de technologie et qu'on parle d'IA, ça reste une aventure, une saga familiale entre donc Tom dans le premier tome et Donna qu'on va approfondir dans le deuxième sur 10 ans de vie où on voit leur relation avec leur famille, leur histoire d'amour, leurs doutes, leurs blessures, des problèmes avec leur hiérarchie, est-ce que leur gouvernement leur ment ou pas. Voilà, toutes ces dimensions-là, on les traverse tous à notre mesure dans nos vies. Et donc, je pense que ces thèmes-là, ils sont forcément récurrents et c'est comme ça qu'on s'identifie aussi au personnage. Oui, parce que le personnage de Tom Castle, au départ, on le découvre, c'est un commando, c'est un commando marine, oui. C'est un navicile, les commandos d'élite, les troupes d'élite. Et on vit d'ailleurs toute une aventure extraordinaire. Et on découvre la force et la vulnérabilité chez le héros. Alors comment est-ce que vous avez articulé justement ces thématiques? Parce qu'il est brisé à un moment donné. Oui, je pense que c'est
ce qui peut nous toucher finalement, c'est de voir que même quelqu'un qui a beaucoup de succès, quand on est commando marine, on est au maximum de la forme physique et mentale qu'on peut s'imaginer chez un humain. C'est-à-dire que tout est poussé, les curseurs sont poussés au maximum. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils décrochent très tôt. À 33, 34 ans, ils sont à la retraite, parce qu'on leur demande trop. C'est trop violent. Après, s'ils continuent dans l'armée, ils restent en arrière à piloter mais ils sortent du terrain. Ils ont tous du stress post-traumatique, par exemple. Parce qu'ils ont vécu des choses atroces, ils ont vu des choses très difficiles. Les militaires en général de carrière, mais ces forces spéciales, c'est encore pire. Et donc, je pense que c'est plus intéressant, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont portés à l'écran et qu'ils sont dans de nombreux romans, c'est que ce soit ces grands flics ou ces commandos, ils touchent du doigt toute la profondeur de la tragédie humaine et ses plus grands espoirs. Et par leur parcours, quand il est brisé, on peut se reconnecter avec nous tous les échecs qu'on a dans nos vies, de choses qu'on espérait qui ne marchent pas, ou de déceptions amoureuses, tout ce que les gens traversent. Et il y a le deuil, notamment pour lui, quand il est convaincu d'avoir perdu Donna, il vit 10 ans sans Donna, c'est dramatique. Voilà. Il vit 10 ans sans Donna, et évidemment, Donna, alors effectivement, le tome que vous sortez, on ne va pas dévoiler évidemment l'intrigue à venir, mais il faut sauver Donna Parker, c'est le thème du deuxième ouvrage. C'est ça. Et donc on découvre effectivement que Donna est décédée, mais du moins il le pense. Et ça n'est pas aussi simple que ça dans la suite de l'histoire. Mais pour le coup, on suit cette période de vie où il devient... il change complètement et il devient un professeur d'université à l'université, spécialisé dans les technologies. Et donc, du coup, c'est là qu'on a ce mixte entre, effectivement, l'intelligence, les contextes technologiques, l'intuition, et puis toute cette partie, cette humanité qu'on retrouve chez lui, et cette blessure profonde qui l'amène aussi à avoir une recherche de quête de sens. C'est ça, en fait, ils étaient tous les deux dans les forces spéciales, Tom et Donna, et toute la saga va s'articuler sur ces deux personnages qui sont à égalité dans leur caractère, dans leur puissance de personnage. Et finalement, Tom essaye pendant 10 ans de faire ce qu'il avait programmé avec Donna lors de leur fiançailles avant qu'elle ne meure. Et dans leur projet, elle devait ouvrir une salle de boxe, puisqu'elle était championne de MMA à côté de ses compétences de commando. Et lui était passionné de technologie, et il s'était dit, je ferai un MIT, je ferai une des plus grandes universités, je deviendrai professeur. Ça nous laissera du temps pour faire des choses, en ayant quitté finalement les armes, en ayant raccroché leur harpon, comme ils disent les commandos marines. Et il essaye pendant 10 ans de vivre ça, mais il n'y arrive pas. Parce que sans elle, c'est pas pareil. Donc il a réussi quand même à faire son diplôme, il enseigne, mais voilà, et on va lire un texte après, justement. Alors, reprenons sur ces grandes thématiques, parce qu'en tant qu'auteur, on retrouve Nicolas Bertani aussi, et la profondeur de vos questionnements, et notamment les dimensions, on parlait du sens, la spiritualité, la métaphysique. L'humain, vous questionnez l'humanité, effectivement, l'humanité confrontée aujourd'hui au progrès technologique et au divin. Oui, je pense que d'ailleurs, c'est un des catalyseurs qui est en train de faire l'IA. C'est-à-dire que notre monde actuel, notre société actuelle, s'est éloignée de la spiritualité, en tout cas pour certaines personnes, et pendant le siècle des Lumières a mis en avant la science comme le progrès ultime qui allait tout résoudre et tout expliquer, Dieu inclus. Et on se rend compte aujourd'hui que le manque de spiritualité fait que les gens sont en perte de repères, de valeurs. On a un retour des communautarismes, on recherche ses racines, son identité, et souvent on va vers les extrêmes, quels que soient les pays. Parce qu'on se cherche, Et j'ai l'impression que l'IA est le catalyseur extrême. C'est-à-dire que l'IA, certains pourraient devenir, c'est le cas déjà au Japon, il y avait eu le film Heure avec Joaquin Phoenix qui était fabuleux, où on voit un homme dans un futur proche, mais un peu plus lointain que le mien, que celui du roman, où on voit un homme tomber amoureux d'un operating system, de son ordinateur, qui lui parle, Samantha. Puis après, il découvre, vers la fin du film, qu'elle est amoureuse de 641 personnes comme lui, et qu'elle leur parle en même temps. Donc en fait, la machine peut devenir un substitut tellement fort qu'elle pourrait substituer l'humain dans la relation en parlant. Et on a déjà au Japon des gens qui se fiancent ou qui se marient avec une IA virtuelle. Donc d'ici à ce qu'elle veuille prendre une place aussi spirituelle, il va manquer qu'un pas. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire on est à un changement et justement l'humain va prendre encore plus de valeur. Parce que l'intelligence artificielle saura faire tellement de choses qu'il y aura des champs qu'il faut qu'on se garde et
qu'on doit se cultiver, se redécouvrir, et notamment la spiritualité, l'artistique, la poésie, enfin tout ce qui est lié à l'empathie. Certes, la technologie peut faire beaucoup de choses, mais il y a quand même des choses qui sont propres à ce qu'on est et qu'on devrait défendre en tant que société, en tant que projet sociétal. Et nos gouvernants devraient défendre ça. Et je me dis dans le roman, voilà, allons confronter toutes ces technologies qui existent. J'ai pris que des technologies qui existent ou qui sont en recherche et développement. Mettons-les dans 10 ans, 2033, et voyons comment l'homme réagit. Plutôt que de prendre l'homme en général, j'ai pris une équipe de commandos qui ont leur parcours de vie compliqué pour essayer de faire ressortir ça. Alors oui, dans la question des valeurs, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, le dilemme aussi de servir les gouvernements, l'État, et puis le rapport aussi au pouvoir, à la moralité. Ça sont des choses qui sont vraiment très très présentes. Et puis ces fameux, on va dire, héros non humains qui sont aussi présents. Oui. Et par ailleurs, vous introduisez aussi la question du transhumanisme, c'est-à-dire que des humains augmentés qui, à un moment donné, sont incontournables dans les prises de décision, dans l'intrigue que vous proposez. Oui, parce qu'une des questions de fond, qui pour l'instant est encore théorique, mais qui pourrait ne plus l'être dans quelques années, c'est que c'est le thème du premier roman. Si on était face à une intelligence plus intelligente que nous, qu'est-ce qu'on ferait ? On serait dépassé, parce qu'elle pourrait nous manipuler, elle pourrait nous mentir, elle pourrait... comme on ferait nous avec un enfant de 5 ans. Et donc si c'était le cas, comment est-ce qu'on ferait ? Et une des réponses de certains, dont Elon Musk, c'est de se dire allons faire du transhumanisme, allons implanter des puces pour que l'humain reste majoritaire et aux commandes, mais augmenter notre capacité de raisonnement et pour tenir tête à la machine. C'est un des partis pris qui fait un peu peur. Et après, quand on voit quelqu'un comme Stephen Hawking, l'astronome prix de la médaille Albert Einstein. Et grandement handicapé. Et grandement handicapé, qui n'aurait jamais pu publier ses livres s'il n'avait pas été augmenté par la technologie de l'époque, qui n'était pas de l'IA, mais qui était quand même un synthétiseur vocal, qui était, et donc lui ne voyait pas la technologie comme un danger, mais plus un moyen de s'exprimer. Donc c'est pas dit que dans 10 ou 15 ans, on n'est pas finalement, nous aussi, quelques hommes augmentés pour tenir tête aux machines, on va savoir. Voilà, c'est une des discussions. En tous les cas, ça fait partie des grands questionnements. Et effectivement, vous citiez Elon Musk, je veux dire qu'il est très très précurseur, notamment sur la question des implants cérébraux, etc., qui sont testés. Sur les tétraplégiques pour l'instant. Donc on n'est pas dans la science-fiction pour le millénaire qui vient, on est là la science-fiction pour la décennie qui vient. L'idée plutôt, c'est de se fonder mon scénario et les technologies dans ce qui existe déjà, juste d'en tirer les traits. Elon Musk a développé Neuralink. Moi, dans le roman, ça s'appelle AlphaLink. Et en effet, aujourd'hui, il a fait remarcher depuis 1 an plusieurs tétraplégiques. Ils ont encore quelques défauts, mais c'est pas dit que dans 3 ans, ce ne soient plus des tétraplégiques, mais des personnes volontaires qui voudraient tester le fait d'être augmentés et de décupler leur intelligence. Si c'est des volontaires, il y aura peut-être pas de débat éthique, on ne sait pas. On ne sait pas. En tous les cas, les questionnements à cette dimension éthique est très présente dans tous les cas dès votre premier roman. Si j'ai la possibilité, je lirai un petit passage qui est assez introductif finalement du tome qui est en train de sortir. Alors, vous avez eu des lecteurs, vous avez quelques mots des lecteurs qui sont intéressants aussi. Et puis peut-être vous avez... Voilà. Si on visualise, j'ai mis sur le site web, je vous afficherai après le raccourci, quelques retours emblématiques que les lecteurs m'ont fait par mail ou SMS. Et il y en a un qui m'a beaucoup plu, à part ceux que vous trouverez sur le site, c'est le dernier, parce que Christophe S., c'est quelqu'un qui est dans les forces spéciales. Voilà. Et quand il m'a dit c'est un très bon livre, j'ai passé un bon moment, mais surtout je me suis revu à quelques endroits de la planète. Ouais. Ça m'a touché parce que je me suis dit, il a fait des missions à l'étranger, il s'est revu moi, c'est des choses que j'ai par construction, à force de documentation, que j'essaye de reconstruire, mais que je n'ai pas vécu, parce que je n'ai pas été force spéciale. Donc voir qu'il a pu s'identifier au point d'aimer le roman et de me dire PS, si un jour il y a une version film, je veux un rôle, sachant que c'est un gaillard de 2 mètres, large comme ça, je me dis oui, ça pourrait être une bonne idée. Voilà. Donc c'est vrai que le retour des lecteurs, c'est agréable quand on a mis beaucoup d'investissement de temps sur un texte, et de voir que des plus jeunes aux plus âgés, ils accrochent. Et vous avez de très jeunes lecteurs aussi ? Oui. Il y en a de 13-14 ans qui le lisent très bien, sans problème. Alors, vous avez imaginé une saga, c'est-à-dire que là, il y en a le tome 1, le tome 2, mais vous avez déjà en préparation le tome 3, le tome 4, le tome 5, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique de saga. Tout à fait. En fait, en peu de temps, j'ai vu que cette saga familiale, tous ces personnages s'imbriquaient entre eux, et qu'on pouvait avoir plusieurs histoires avec les mêmes personnages. Et donc, ça m'a permis d'imaginer
des livres qu'on peut lire l'un à la suite de l'autre, mais qu'on peut lire aussi séparément et on cueille tout l'ensemble de l'histoire. Bien sûr, c'est plus amusant si on les lit tous, parce qu'on a des clins d'œil, des références à d'autres livres. Et voilà. Et donc, pour l'instant, il y en a 5 qui sont écrits, le 5e en cours de finalisation. Donc là, vous avez à l'écran les différents tomes. Donc le premier est sorti le 10 mai, et là, on a aujourd'hui la sortie du 2e. Et là, j'ai une grande annonce à faire. Je vais travailler avec un éditeur maintenant de La Réunion. J'étais avec un éditeur parisien. Et après de nombreuses discussions, et avec l'éditeur parisien avec qui je suis en très bon terme, Hello Édition, qui a fait un travail génial, voilà, j'ai cet éditeur-là, je me suis dit, bon, on va faire de très belles choses ensemble. On a un plan sur 3 ans de développement. Les éditions du Chat Bleu, c'est Olivier Collin Dufresne, que je salue, qui est implanté depuis des années, qui est écrivain lui-même, plasticien, qui est implanté à La Réunion depuis des années, maintenant depuis 1 an en Provence. Voilà, donc on a pour projet de sortir le volume 3, le 4 et le 5 tous les ans, en septembre 2025, 2026, 2027. Avec cette même logique, mais sur des petits formats. Un format plutôt format poche. Voilà, on va plutôt sortir les romans en format poche pour qu'ils soient plus accessibles et en prix pour les trimballer dans son sac, au travail. C'est plus, si on veut faire une pause, c'est plus agréable que le grand format est plutôt pour le chevet ou la bibliothèque familiale. Voilà. Et est-ce que les tomes 1 et 2 ressortiront aussi dans ce type de format ? Alors on se pose encore la question. Puisqu'avec mon éditeur parisien, il a pu me rendre les droits, donc on pourrait les rééditer si on le veut en poche. Oui. On se pose également la question de les adapter en bande dessinée. Ça pourrait être très amusant. Voilà. Donc bande dessinée ou manga peut-être. Manga et peut-être demain. Ça se prêterait bien d'ailleurs à une série cinématographique. Ah oui, ça ce serait vraiment amusant. Alors donc on est bientôt au bout de cette première partie de cette causerie consacrée à la sortie du tome 2. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de cette introduction, je veux dire, au tome 2, et ensuite dans la deuxième partie de cette causerie consacrée à la sortie du tome 2, on va rentrer un petit peu à profondeur dans la construction de l'intrigue. Je dirais que le plus simple, c'est que je vous montre une petite bande-annonce que j'ai faite, qui dure 1 minute, avec l'IA, justement, et qui représente un peu la trame du tome 2. Voilà. Alors très bien, donc on va regarder ça tout de suite. Voilà donc cette bande-annonce. Alors on est vraiment au cinéma, hein. Vous avez généré ça donc tout seul à la maison. Ouais. Alors on voit évidemment on voit l'univers là pour le coup on est baigné dans l'univers. On imagine une série cinématographique. On voit à quel point d'ailleurs il est possible aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a ces images-là, du coup le roman on peut le transposer effectivement dans l'univers visuel. C'est ce que je me suis dit. C'est un exercice amusant de traduire en images le texte qu'on a en tête quand on écrit. Voilà, et donc en utilisant les outils technologiques de l'IA. Alors on peut retrouver tout cela donc sur votre site. Vous avez un site, on peut flasher un QR code. Voilà, on peut l'afficher. Voilà, donc sur le site tomcastel.fr, vous retrouvez la présentation de tous les tomes,
les liens vers YouTube pour les bandes annonces, donc tome 1, tome 2, il y en aura une pour le tome 3, et à peu près 200 photos que j'ai générées par IA avec les protagonistes, les antagonistes. C'est un exercice un peu amusant. Alors on peut faire à l'inverse, on peut commencer à lire, se faire ses propres images et comparer après, ou si on est déjà très visuel et que on trouve ça amusant, aller voir d'abord les images en se disant ok, c'est ça les personnages, ok, et après reprendre son livre pour continuer à visualiser mentalement. C'est excellent pour la santé mentale, la lecture, parce que ça fabrique des images, ça fait fonctionner l'imaginaire. En fait, quel que soit le livre qu'on lit, on fabrique des images soi-même et c'est très très bon pour le fonctionnement du cerveau et pour l'apaisement du stress. Voilà, ça a été démontré. Alors que même si je suis très fan de cinéma, lorsqu'on est face à un film, on est passif. On reçoit les images. Donc retrouvons des bonnes habitudes. C'est vrai qu'il y a une période où les gens lisaient plus. Aujourd'hui, ils lisent moins. Il faut laisser de côté un petit peu les tablettes, les téléphones, les réseaux sociaux, la télé, tous les écrans et revenir un petit peu sur la lecture. Je vous propose que nous en restions là pour cette causerie. Oui. Et dans la prochaine causerie, donc, nous rentrerons un petit peu plus dans le texte. Avec plaisir. Et on interagira sur le texte. Voilà, donc à très bientôt. Merci Christophe. Merci beaucoup Nicolas Bertani. À très bientôt donc pour une prochaine causerie avec Nicolas Bertani et la saga Tom Castle pour la sortie du second tome qui, il faut sauver, Donna Parker.